Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les candidats au concours de recrutement des 100 auditeurs de justice ont encore planché ce matin après l'annulation du dit concours pour tricherie. Au total, 1496 candidats, dont 445 filles et femmes y participent. Et les 100 meilleurs seront retenus à l'issue des épreuves lancées officiellement au lycée technique Koulibaly à Cotonou. Des bureaux d'études agréés par le ministère de l'Énergie pour la certification des plans et schémas électriques des immeubles et unités industrielles. Ils sont 15 au total à être honorés à l'issue d'un processus consacré par 2 arrêtés qui datent du 30 juin 2014. Ainsi agréés, ils ont l'obligation de veiller aux normes et règles en matière d'installation électrique sur les différents immeubles bien indiqué. Herman Niabosso et Der Nkwevi, nous ferons le point de la cérémonie de remise des 10 agréments. Et puis nous parlerons de la journée internationale de la fille célébrée dans le monde à la date du 11 octobre de chaque année au Bénin. L'événement, la 10e édition de l'histoire, a été commémoré en différé. Et c'était hier vendredi à Natitengu, une célébration qui, comme c'est de coutume, vise à poser les problèmes liés aux violences faites sur la fille et les solutions adéquates pour y remédier. Et à cette occasion, les filles ont réitéré leur vœu de toujours faire l'objet d'une protection partout. Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni nous en diront davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Les candidats au concours de recrutement des 100 auditeurs de justice retournent aux épreuves. Quelques semaines après l'annulation du dit concours pour tricherie, ils planchent encore depuis ce samedi. Au total, 1496 candidats, dont 445 femmes, sont sur la ligne de départ pour ce concours à l'issue duquel les 100 meilleurs seront retenus. Les épreuves, elles, ont été officiellement lancées au lycée technique Koulibaly à Cotonou par le garde des Sceaux et sa collègue en charge du travail et de la fonction publique. Compte rendu, Ulrich Gaba et Moufid Sabouhan. Adossés au balcon, ils font les dernières révisions avant le lancement des épreuves. C'est dans cette salle du lycée technique Koulibaly que l'épreuve de composition est tirée au sort. J'ai donc dans cette chemise 3 sujets numérotés de 1 à 3. Alors, là nous allons demander à une candidate de venir fixer le sort de tout le monde. Donc vous porterez valeur et la chance à tout le monde. Alors, choisissez. Celui qui vous tombe, sur la main. Allez-y. Sujet numéro 1. Quelques minutes plus tard, les copies sont distribuées aux candidats par le garde des Sceaux et la ministre de la fonction publique. Il s'agit en fait de la reprise du concours qui avait été annulé au mois de décembre de l'année dernière et qui est donc repris dans de meilleures conditions de sécurité ainsi que de transparence pour tous les candidats. Pour la reprise de ce concours annulé quelques mois plus tôt pour cause de tricherie, les mesures sont renforcées afin de permettre aux meilleurs candidats de tirer véritablement leurs épingles du jeu. Bien que les hommes soient plus nombreux que les femmes, les autorités espèrent que les candidates feront honneur à la gente féminine au soir des résultats. 1832 candidats étaient en attente de composer, mais après l'étude des dossiers, nous avons retenu 1496 dossiers, dont 445 pour les candidats de sexe féminin et 1051 pour les candidats de sexe masculin. Donc voilà, nous leur souhaitons à tous bonne chance, qu'ils travaillent dans la sérénité. Le sujet, nous l'avons lu, il est bien facile, abordable, donc bonne chance à eux. Pour les femmes, nous souhaitons qu'elles soient aussi représentatives dans le corps que les chiffres l'annoncent. Dans l'espoir qu'il y ait assez de femmes parmi les 100 auditeurs de justice qui seront retenus au terme du concours, les autorités exhortent tous les candidats à rester concentrés pendant les 2 jours de composition. Le contenu du projet de loi des finances gestion 2022 en étude d'impréhension et d'appropriation, c'est à la faveur d'un atelier organisé à l'intention des députés. Une initiative de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNACEP, avec bien sûr le soutien du programme des Nations Unies
pour le développement. 3 jours de réflexion au palais des gouverneurs à Porto Novo, que nous résume ici Clément Tchadé. À quelques semaines de la fin de l'année budgétaire 2021, les députés à l'Assemblée nationale s'imprègnent et s'approprient le contenu du projet de loi des finances gestion 2022. À travers cet atelier qui a reçu le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ils analysent et apprécient dans un premier temps l'exécution du budget de l'année en cours avant de se pencher sur les projections de l'année 2022. Un atelier qui s'est déroulé en présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et ponctué de plusieurs communications sur le budget général de l'État. Le séminaire d'aujourd'hui pense beaucoup plus sur l'imprégnation des députés en ce qui concerne le cadrage macroéconomique des provisions budgétaires de 2022, mais aussi sur le contenu des prévisions budgétaires et les mesures fiscales et douanières prévues dans ce budget par le gouvernement, et voire aussi aider les députés à voir si la programmation budgétaire rentre en droite ligne de la concrétisation des objectifs de développement durable, les ODD, et aussi quelque part si ce budget, cette programmation budgétaire est sensible au genre. L'atelier a été aussi l'occasion pour les acteurs de faire le point d'ancrage de la politique budgétaire de la loi des finances rectificatives gestion 2021. Un exercice qui a permis aux députés de découvrir davantage les efforts du gouvernement qui, à travers le budget de 2021, améliore les conditions de vie des populations. Nous avons 5 points d'ancrage de la loi des finances rectificatives. Le premier point, c'est la consolidation de l'espace budgétaire, les financements complémentaires pour la desserte du pays en eau potable. Je l'avais dit tantôt, et cela, ça va générer environ 32 milliards de francs CFA qui sont prévus. Deuxième ancrage, nous avons une contribution additionnelle à la consolidation de l'autonomie énergétique. À l'issue de ces travaux préparatoires, je pense que les députés auront suffisamment de la matière pour pouvoir formuler leurs amendements qui vont commencer à transmettre au gouvernement lorsque, à partir du 10, le gouvernement va commencer à faire son défilé, à commencer par le ministre de l'économie et des finances. Et après cela, nous allons commencer à recevoir tour à tour les ministères sectoriels jusqu'en décembre. Je pense que probablement autour du 9 décembre, nous allons voter le budget, la loi de finances gestion 2022. Cet atelier d'imprégnation et d'appropriation du projet de loi des finances gestion 2022 est le cadre idéal pour les députés à l'Assemblée nationale de faire des recommandations au gouvernement tendant à l'encourager dans la poursuite de ses efforts d'investissement, mais aussi de la bonne gouvernance. Ceci pour encourager par ailleurs l'achèvement des chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Voilà, sur tout un autre plan, l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, qui est une fédération des prieurs autonomes de la santé, peut désormais mettre son projet en exécution pour le bien-être des usagers de l'aéroport international de Cotonou. Tout a été finalisé et même officialisé hier vendredi par l'accord de coopération signé entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le chevalier grand officier de Malte, grand prieur du Bénin. Voici les détails avec Idrissou Boukari et Henri Gantin. Signature de documents et échange de parapheurs entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le chevalier grand officier de Malte, grand prieur du Bénin. Le Bénin qui entre désormais en coopération avec l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Malte, fédération des prières autonomes de la santé. Avec la signature de cet accord de coopération, la KMFAP, à travers son organisation internationale, va intervenir sur la plateforme aéroportuaire à travers la mise en place de l'unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance. Les missions de l'UMUSA consisteront en la gestion et prise en charge des urgences médicales, l'assistance sanitaire aux voyageurs, l'assistance au respect et à la mise en conformité du règlement sanitaire international, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre du programme d'a
l'assistance médico-légale au service des douanes et de la police et les missions diverses. Le bien-être des populations reste la préoccupation majeure du chef de l'État Patrice Talon, dira le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et l'objectif visé par cette organisation cadre bien avec la vision du gouvernement. Cette unité, ainsi que je le soulignais, sera d'une grande utilité parce que dans tout pays qui se respecte, la prise en compte du règlement sanitaire international, qui est l'une des missions de cette unité, revêt une importance particulière au regard des nombreux risques sanitaires que nous connaissons sur le plan mondial, et la Covid-19 n'en est qu'une. Nous avons voulu, sans délai, dès que l'approbation du président est intervenue il y a 48 heures, organiser cette signature parce qu'une raison ne devrait justifier qu'on attende. Et je suis persuadé, monsieur le grand officier, que votre institution fera tout pour qu'une bonne exécution de ce projet nous donne dans les semaines, les mois qui viennent, la satisfaction que nous attendons. L'Ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de Malte, Fédération des prières autonomes de la santé a pris l'engagement de respecter la clause de cet accord de coopération. À son tour et au nom du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères a promis avec tous les services concernés de jouer sa partition pour une meilleure exécution de ce projet. Voilà, bonne nouvelle donc pour les usagers de l'aéroport international de Cotonou. Le gouvernement va au chevet des parents des victimes de l'accident fluvial survenu il y a quelques jours à Okeowo. Là, nous sommes dans la commune de Savé et qui a fait plusieurs morts. L'exécutif y a envoyé une délégation pour apporter du soutien moral, matériel et financier aux familles. Et pour l'occasion, un emballage de présents a été offert aux proches des victimes, bien sûr, de ce drame. Précision, Imet Selena Moussou et Georges Vozuna. Dans les moments difficiles, les parents et amis vous apportent du soutien. La République en fait autant à Savé avec les filles et fils de Okeowo. Éplorés par un accident fluvial qui a occasionné plusieurs morts, les familles des victimes et l'ensemble des populations reçoivent les compassions de la nation. Outre témoigner la solidarité du peuple béninois, la forte délégation composée des représentants de l'Agence nationale de la protection civile, de la préfecture des collines, des ministères des Affaires sociales et de l'enseignement supérieur est allée faire don de vivres mais aussi d'autres produits de première nécessité. Nous sommes donc en synergie d'action gouvernementale, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, l'Agence nationale de protection civile et peut-être d'autres structures pour donc témoigner notre compassion et notre geste de solidarité suite à ce drame-là qui est survenu. Nous sommes venus suite à ce drame-là pour porter le message du gouvernement, le message de compassion et en même temps un certain nombre d'informations sur les actions prévues par le gouvernement pour la population d'Okeowo, d'Okpara. Et donc, en l'occurrence, pour ce qui concerne ce pont-là, qui affiche une certaine pénibilité dans le déplacement des populations d'un site à un autre. Nous avons profité également pour sensibiliser les populations au respect des normes en la matière lorsqu'il s'agit de navigation. Ce qui a été très apprécié par la population, c'est également le fait de leur donner ces vivres pour les accompagner en ce moment très difficile et de leur remettre également les gilets de sauvetage. Avant la remise de dons, les visiteurs ont longuement échangé avec les populations sur les normes en matière de transport fluvio-lagunaire. Des conseils ont été prodigués pour éviter que de tels drames ne se reproduisent à l'avenir. Les populations ont promis mettre en pratique les orientations données dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Elles ont également dit leur reconnaissance quant aux gestes de générosité à leur endroit. Il ne faut pas faire la surcharge parce qu'en matière de transport fluvio-lagunaire, il y a des normes. Même sans être un scientifique, on sait que la capacité de cette pirogue ou bien de cette barque est telle. Et je pense qu'en respectant, on pourra vaquer à nos activités, à nos occupations, sans pour autant compromettre notre vie.
à travers tout ce que vous avez vu, les dons de vivres, l'accompagnement financier. C'est le moment aussi de dire merci au président de la République parce que cette communauté que nous représentons est en train de voir les actions de développement qui se fait déjà à travers la construction de cette voie qui relie le Bénin de bout en bout. Pour rappel, il y a quelques semaines, une barque motorisée transportant des personnes et des biens a chaviré sur le fleuve Okpara. Plus d'une demi-douzaine de personnes ont trouvé la mort à travers cette cérémonie de remise de dons qui tient également lieu de séances de sensibilisation. Les autorités espèrent que les populations feront désormais plus attention. Voilà. Retour à Cotonou pour parler de cette opération d'identification des réserves administratives de la ville. Elle a commencé jeudi dernier. C'est le premier adjoint au maire, Randis Romain Awandjinou, qui a donné le top. Une opération enclenchée à partir du 12e arrondissement de Cotonou. Teddy Goudalo nous donne ici les détails. C'est une opération d'identification des réserves administratives de la ville de Cotonou qui justifie la présence de Randis Romain Awandjinou, premier adjoint au maire ici dans le 12e arrondissement. Sous l'œil vigilant d'un huissier de justice commis à cet effet, des plaques sont apposées sur tous les domaines de la municipalité. Les réserves administratives, c'est des endroits qui appartiennent à la ville et que des gens parfois s'installent de façon illégale. Nous voudrons mettre fin à cet état de choses. La réorganisation du secteur foncier à Cotonou figure dans les actions prioritaires de la municipalité. L'opération va permettre d'avoir un point exhaustif des réserves administratives en vue d'une meilleure planification des projets du programme d'action du gouvernement qui prévoit la construction de plusieurs infrastructures socio-communautaires. Ma descente dans le 12e arrondissement aujourd'hui, c'est compte tenu du grand projet du PAPC, qui est un grand projet qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État et qu'il faille nécessairement être sur le terrain, sensibiliser d'abord et demander à ceux qui se sont installés de façon illégale de partir de là pour que nous déblayons le terrain pour que ce projet puisse prendre corps. Secondo, il faut aussi empêcher désormais, c'est pour ça que nous avons des plaques sur lesquelles c'est bien écrit mairie de Cotonou, réserve administrative. Il faut les implanter pour matérialiser tout ce que nous avons comme réserve administrative dans la ville de Cotonou. Tout en remerciant la population pour sa collaboration, le premier adjoint au maire demande aux occupants des réserves qui seraient en situation irrégulière de se rapprocher de la mairie pour clarification. Le périple qui a démarré dans le 12e va se poursuivre dans les autres arrondissements de la ville selon un chronogramme bien établi. Du foncier encore, mais cette fois-ci, des personnes qui sont affectées par le projet de raccordement de la station électrique de la zone économique et spéciale de Glodjibé qui ont le sourire. L'Agence nationale du domaine et du foncier leur a remis leur chèque hier vendredi et c'est la première vague des personnes à dédommager dans la commune de Toribosito. On va faire le point de cette cérémonie de remise de chèque avec Ali Moumouni et Moufid Sabouan. Voici l'étape d'indemnisation des personnes affectées par le projet de raccordement de la station électrique de la zone économique et spéciale de Glodjibé. Cette première vague de dédommagement prend en compte les populations de la commune de Toribosito. Il s'agit de 14 personnes jugées prioritaires puisqu'ils occupent l'emplacement du lancement des travaux. L'entreprise qui est en charge des travaux de raccordement est déjà sur le terrain et travaille donc pour lui permettre de commencer très tôt son travail et de pouvoir rester dans le calendrier parce qu'au plus tard le 31 décembre, les travaux doivent être terminés. Donc pour permettre cela, il a été identifié certaines PAP prioritaires qui sont dans la zone où on doit commencer immédiatement les travaux. Donc ces PAP prioritaires sont au nombre de 14. Donc l'ensemble de ces 14 ont pu fournir leur dossier et leurs chèques sont établis, ils vont pouvoir retirer leurs chèques aujourd'hui. Mais je dois quand même signaler que des mesures d'accompagnement ont été prises par la SB2E pour reloger temporairement ces personnes affectées prioritaires. Pour le projet de raccordement de la station électrique de la zone économique et spéciale de Glodjibé,
137 dossiers sont traités par l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF. Au nombre de ceux-ci, seulement 52 sont à jour. C'est donc conformément aux usages et pour être en phase avec les dispositions du Code domanial et foncier qui impose de procéder à un dédommagement préalable des PAP que nous sommes ici pour vous remettre vos chèques en contrepartie de vos biens compris dans l'emprise de ce grand projet. Et je voudrais inviter les autres PAP dont les dossiers ne sont pas à jour à faire les diligences nécessaires pour les finaliser aux fins de signature des procès-verbaux d'accord pour, à leur tour, rentrer en possession de leur chèque. Faut-il le rappeler, le projet de raccordement de la station électrique de la zone économique spéciale de Glodjibé fait partie intégrante du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique de la SBEE. Tout à fait. Des bureaux d'études agréés par le ministère de l'Énergie pour la certification des plans et schémas électriques des immeubles et unités industrielles. Ils sont 15 au total à être honorés à l'issue d'un processus consacré par 2 arrêtés qui datent du 30 juin 2014. Ainsi agréés, ces bureaux ont l'obligation de veiller aux normes et règles en matière d'installation électrique sur différents immeubles bien indiqués. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie avec Herman Nyambossou et Eder Ngbevi. À l'appel du directeur de cabinet du ministère de l'Énergie, tous ont répondu présents. Société Millennium Technologies, représentée par son directeur général, M. David Saronso. Unir International, représenté par son gérant, André Dotto. Le bureau d'études IBIGSA, représenté par son co-manager, Jordan Samson. Des responsables de 15 bureaux d'études qui ont rempli les critères et conditions prévus dans les arrêtés, dont l'un portant certification des plans et schémas électriques des immeubles et unités industrielles et l'autre qui fixe les modalités d'agrément des bureaux d'études du secteur de l'électricité. Une première dans l'histoire de la certification des plans et schémas électriques au Bénin. L'occasion est maintenant donnée à ces bureaux d'études qualifiés disposant d'équipements et de matériel approprié de faire leurs preuves sur le terrain. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes assermentés pour contrôler les installations, pour certifier que ces installations, les schémas électriques présentés sont conformes aux normes, respectent la réglementation avant usage. Nous, cabinet, nous prenons l'engagement de réaliser avec rigueur, professionnalisme et éthique toutes les attributions que nous confère cet agrément que nous venons de recevoir ce jour. Le processus aura été long et bien pensé pour à la fin ne laisser aucune place au favoritisme. Avec une place de choix à l'équipe de Contrelec, structure sous tutelle du ministère de l'Énergie. Le dit agrément les fonde désormais à recevoir, à étudier et à approuver les plans et schémas électriques des bâtiments qui ont la particularité de contenir des locaux soumis à des réglementations particulières, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de panique. Joignant ainsi l'acte à la parole, il a été procédé à la remise officielle des désagréments au bureau d'études. 2 arrêtés qui sont ainsi opérationnalisés grâce au management du ministre de l'Énergie Jean-Claude Donaoussou, qui travaille à l'amélioration significative de la réalisation des installations électriques intérieures. Vous nous avez fait l'honneur de répondre nombreux à notre appel, ce qui constitue la preuve que vous avez perçu l'intérêt des questions sécuritaires dans la mise en œuvre des installations électriques intérieures. Les résultats de l'examen par la commission interministérielle de vos dossiers sont à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres et du rôle que vous êtes appelés à jouer désormais dans la vérification et l'approbation des plans et schémas électriques des dites installations. L'agrément est délivré pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Il peut être suspendu si le bureau d'études viole les tests régissant la profession. L'arrêté portant modalité d'agrément des bureaux d'études prévoit aussi bien d'autres sanctions à l'inobservance des règles ainsi édictées.
Tout à fait. La ministre du Travail et de la Fonction publique à la direction départementale du Zou, Adiatou Matins, y a fait une descente pour apprécier les travaux réalisés dans le cadre de la mise en place des guichets de service, des relations avec les usagers aux centres communaux et bien sûr de services publics. Les dispositifs installés dans 2 départements et quelques communes visent surtout à permettre aux usagers d'avoir facilement accès aux services dématérialisés du ministère du Travail et de la Fonction publique. Imet Selena Moussou et Georges Vaudenon pour le point. Les dispositifs se retrouvent actuellement dans les départements du Bogou et du Zou, mais aussi dans 15 communes du pays. Les guichets de service des relations avec les usagers ou centres communaux de services publics ont les mêmes objectifs. Ils vont permettre aux usagers d'avoir facilement accès aux services dématérialisés du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils ont accès à toutes les informations sur les prestations offertes par l'administration, ainsi qu'aux procédures de délivrance pour chacune de ces prestations. Ils ont accès à un espace conversationnel pour pouvoir suivre le traitement de leurs requêtes, pour pouvoir formuler des demandes d'information, pour pouvoir déposer des plaintes. Il faut tout d'abord saluer le travail fait par la ministre du Travail et de la Fonction publique, qui elle-même fait ces réformes. Et dans ce cadre-là, nous demande au PTF des financements bien précis. Nous ne pouvons qu'accompagner, je m'associe aussi à l'appel aux usagers de l'administration d'utiliser cette plateforme et ça contribuera aux objectifs de ce projet. La mise en place de ces guichets ou centres vient en réponse à l'ambition du gouvernement de transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Dans les locaux de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Zou, la ministre Adidja Toumati s'est allée apprécier les travaux réalisés ainsi que le fonctionnement du guichet. La descente vise également à apporter des solutions aux difficultés rencontrées. En vue de réduire les tracasseries aux usagers de l'administration, leur économiser les différents frais de déplacement vers l'administration et aussi lutter contre la corruption. C'est dans ce cadre que le gouvernement a négocié avec le PNUD et la Turquie la mise en place des guichets modernes d'information des usagers de l'administration. Donc tout cela, c'est pour permettre de donner des prestations de qualité et sans trop de tracasseries aux usagers de l'administration. C'est des investissements qui ont vraiment permis de changer, je dirais, la vie des usagers. Donc la dématérialisation des procédures, rapprocher l'administration des administrés, améliorer les relations entre l'administration et les administrés. Des actions vraiment très très concrètes qui, je l'espère, vont contribuer donc à la croissance économique du pays, mais aussi et surtout à l'inclusion sociale. Les guichets SRU ou centres sont animés par des agents qui assistent les usagers dans la manipulation des plateformes auxquelles ils veulent accéder via le système. Ils ont été installés dans le cadre du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP. Le projet est appuyé techniquement et financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers plusieurs actions innovantes dont le but, entre autres, est d'améliorer la qualité des services destinés aux usagers à travers la dématérialisation des procédures administratives et la gestion administrative, le rapprochement de l'administration des administrés, le renforcement du système informatique. L'installation de ces guichets ou centres a aussi connu le soutien financier de la Turquie avec l'apport de 56 160 $. Place maintenant à l'examen du DESCOGEF, session de novembre 2021, dont l'épreuve orale a été lancée hier vendredi. Après 10 mois passés pour une formation de haut niveau en comptabilité et gestion financière de l'UEMOA, eh bien, les 99 candidats à la recherche de ce précieux sésame planchent pour la phase orale, une étape qui consacre à la fin du DESCOGEF et bien sûr le début du DECOFI, devant leur permettre après d'avoir le titre d'expert comptable. Le grand oral, lui, s'est déroulé au siège de l'école privée Pigier à Cotonou. Clément Tchadé et Elvis Tonoucoin pour le point. Après les épreuves écrites pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière DESCOGEF, les candidats en route pour le diplôme d'expertise comptable sont ici soumis à l'ultime étape appelée le grand oral.
Ici à Pigier, l'une des universités agréées pour abriter la composition au Bénin, 99 candidats planchent pour le compte de ce grand oral. À cette étape du DESCOJEF, les candidats auront à passer 2h45 au total. Le grand oral consiste, n'est-ce pas, à vérifier de manière orale les compétences, mais également les connaissances du candidat à travers un sujet qu'il choisit et qu'il traite pendant 2 heures de temps en loge. Et après ce traitement en loge, le candidat passera devant le jury pour présenter la thématique pendant 15 minutes et le jury posera des questions pendant 30 minutes. Donc le tout fait 45 minutes. Donc le grand oral, c'est d'abord 2 heures de préparation en loge, 15 minutes de présentation et 30 minutes de questions devant le jury constitué à cette équipe. Ils ont déjà fait l'écrit. Il y aura, n'est-ce pas, la délibération. Ceux qui seront admis seront autorisés, n'est-ce pas, à poursuivre, n'est-ce pas, le DECOFI, qui est, n'est-ce pas, la dernière voie qui conduit à l'obtention du diplôme de l'expertise comptable de l'État. Par le passé, les examens se faisaient de façon regroupée, soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Cette année, à partir de cette année, nous avons l'occasion d'organiser dans chaque pays de l'UEMOA les examens. L'organisation est parfaite et c'est fait suivant les normes requises d'abord par le diplôme et les normes qui organisent tous les examens au niveau international. Les candidats à cet examen du DESCOJEF, les experts comptables et les autres acteurs impliqués se disent satisfaits de l'organisation assurée par Pigier Bénin et l'École nationale d'économie appliquée et de management. Par rapport aux conditions d'organisation, il n'y a rien à reprocher puisque tout était synchronisé avec Dakar. Nous pensons que tout s'est bien passé. Cette formation a duré pratiquement 10 mois. Cet examen se déroule dans les conditions normales d'examen, les conditions qui sont fixées par les normes internationales. Et nous surveillons depuis 2 semaines dans le déroulement de cet examen. Et les épreuves écrites sont très bien déroulées. Et nous attaquons ce matin la phase dite du grand oral. Et nous pensons que la vigilance qui a été prise depuis le début sera maintenue pour que cette dernière étape se déroule dans de très bonnes conditions. Jusqu'en 2019, cette formation se déroulait dans 3 centres de l'UEMOA. Au regard de l'évolution du monde des affaires et des besoins du personnel qualifié dans le domaine de l'expertise comptable, l'UEMOA a introduit des réformes qui ont conduit à la décentralisation de cet examen. À l'arrivée, Pigier, Bénin et l'ENEAM sont retenus pour abriter le programme au Bénin. Parlons à présent de la journée internationale de la fille célébrée dans le monde entier à la date du 11 octobre chaque année au Bénin. L'événement, la 10e édition de l'histoire, a été commémorée en différé et c'était hier vendredi à Nati Tengu. Une célébration qui, comme c'est de coutume, vise à poser les problèmes liés aux violences faites sur les filles et les solutions adéquates pour y remédier. À cette occasion, les filles ont réitéré leurs vœux de toujours faire l'objet d'une protection partout, comme rendu Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. Commémorer le 11 octobre de chaque année, la célébration en différé de cette 10e édition de la Journée internationale de la fille intervient quelques jours après le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. En face des filles de Nati Tengu rassemblées ici à la Maison des Jeunes, l'autorité communale se réjouit de l'organisation de cette cérémonie dans sa commune. Je voudrais me faire le devoir d'adresser ici au chef de l'État et à son ministre en charge des Affaires sociales et à l'ensemble des membres du gouvernement mes sentiments de profonde gratitude pour le choix porté sur ma commune pour abriter cette importante commémoration. La fille doit être protégée car elle a des droits. L'État béninois en est bien conscient et voilà pourquoi le gouvernement met tout en œuvre pour commémorer cette journée. Mesdames, Messieurs, la fille, c'est la femme de demain, la mère des enfants, autrement dit, l'avenir du développement de notre société. Mais l'on note dans notre contexte que les filles sont encore trop exposées aux comportements déviants, au travers
qui se sont considérablement accrues dans nos communautés. Je voudrais rappeler ici que la protection et la promotion des droits des filles restent quand même l'affaire de tous. Chacun doit s'y porter garant. Ce n'est qu'au prix d'efforts mutualisés que nous pourrons véritablement améliorer les indicateurs actuels en termes de protection des enfants et particulièrement des filles. Aux côtés du gouvernement, Plan International Bénin et l'UNICEF qui entendent poursuivre leurs efforts pour l'épanouissement de ces créatures vulnérables. Aujourd'hui, jeunes filles, nous avons toutes et tous les moyens, les possibilités de pouvoir vous accompagner au quotidien dans votre épanouissement. Et je vous demande donc de saisir cette occasion et vous pouvez compter sur chacun et chacune d'entre nous pour continuer à faire valoir vos droits. Au nom de tous les partenaires techniques et financiers, membres du groupe thématique Genre et Protection sociale, réitérer au gouvernement et à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance notre engagement renouvelé pour bâtir un Bénin juste qui promeut et garantit les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Occasion pour la présidente communale du Conseil consultatif des enfants de formuler quelques doléances tout en reconnaissant les efforts consentis à divers niveaux. Je m'en voudrais de ne pas remercier les acteurs de protection de l'enfant pour toutes les actions qui se mènent en vue de contrer ces obstacles. Néanmoins, nous saisissons l'opportunité de cette journée pour demander au gouvernement et à ses partenaires d'intensifier leurs actions en faveur du respect du droit des filles. Véronique Tognfori-Mewanou a donc promis, en présence de ses partenaires, de personnellement veiller à trouver solution à cette doléance, car, disait-elle, l'avenir des filles importe que tout. Tout à fait. Un élan de cœur pour mettre un terme à cette édition. Il vient de la société NG Energy Access Bénin qui a fait don de kits scolaires aux pensionnaires de l'orphelinat Cité d'Espoir de l'ONG La Bergerie de Dieu, implantée à Tokan. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Un acte social fait pour permettre aux bénéficiaires de bien suivre les cours à l'école. Le point de la cérémonie de remise de kits avec Idrissou Boukari et Henri Ganti. Jour spécial pour les enfants de l'orphelinat Cité d'Espoir de l'ONG La Bergerie de Dieu de Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Deux mois après la rentrée scolaire, les responsables de la société NG Energy Access Bénin viennent en aide aux pensionnaires de l'orphelinat avec des kits scolaires. Chaque enfant reçoit ici son sac contenant l'essentiel des fournitures scolaires. L'action de NG Energy Access Bénin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche volontaire de responsabilité sociale d'entreprise. Politique axée sur 4 piliers fondamentaux, à savoir l'environnement, le patrimoine culturel, l'éducation et l'enfance. Oui, l'éducation et l'enfance qui nous réunissent. L'éducation est un droit humain fondamental, mais malheureusement, tous les enfants n'ont pas toujours les mêmes chances d'être inscrits. Nous sommes donc sensibles aux efforts des organisations telles que l'orphelinat, la Cité d'Espoir, de l'ONG La Bergerie de Dieu, qui a permis à plus de 70 enfants de bénéficier de l'éducation scolaire. Nous avons alors décidé d'accompagner les efforts consentis pour ces enfants qui représentent l'avenir de la nation en faisant un don symbolique. Les enfants, je n'ai pas la prétention de dire qu'avec les 75 kits dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais changer la vôtre. Mais en tout cas, c'est un premier geste pour montrer que non, vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas en marge du monde. Vous êtes dans le monde. Et dans quelques années, vous y aurez, chacun d'entre vous, j'en suis sûr, une place bien méritée, bien définie. Les enfants, vous êtes l'avenir du Bénin. Tout n'aura pas été facile pour vous jusqu'alors. Mais votre pays a besoin de vous. Battez-vous, travaillez dur, croyez en vos chances et vous réussirez. Et ferez l'admiration de votre entourage, tant le handicap de départ était fort à surmonter.
Instant de bonheur et moment de joie pour ces enfants en situation difficile. Sur les 72 pensionnaires, 63 sont scolarisés, 4 en apprentissage et 5 au foyer. L'orphelinat Cité d'Espoir de l'ONG La Bergerie de Dieu dispose d'un complexe scolaire qui couvre de la maternelle au secondaire. Le geste de Philippe Robert et son personnel vient soulager les enfants et leurs encadreurs. Face à cette générosité et à l'amour que vous manifestez à notre égard, seul Dieu vous le rendra au centuple. Nous ne nous y attendions pas, mais vous nous aviez surpris par votre geste d'affection et de gratitude. Ce jour-ci représente pour nous un grand jour de joie et nous manquons de mots adéquats pour exprimer cette allégresse. Ce geste digne vous honore et l'Éternel comblera vos désirs profonds qui constituent votre quête quotidienne, à savoir prospérer, grandir, impacter le public et participer au développement tant souhaité par tous pour notre cher pays, le Bénin. Des kits scolaires pour contribuer à la formation de ces enfants et des kits solaires pour éclairer la cour de l'orphelinat. NG Energy Access Bénin n'a pas fait les choses à moitié. Installée au Bénin depuis 2018, la société développe des solutions solaires hors réseau innovantes pour les foyers, les services publics et les entreprises, permettant aux clients et partenaires de distribution d'accéder à une énergie propre et abordable. Voilà, on notera surtout ce regard bienveillant envers ces enfants, bien sûr, pour leur épanouissement. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.